travail est-il nécessaire à l'épanouissement? C'est le thème qu'on vous propose d'approfondir ce soir. Et donc pour ça, on va commencer à parler de l'épanouissement et de la relation entre les deux, entre le travail et l'épanouissement. On va parler dans un contexte humain, de l'humanité, et on va parler aussi dans un contexte de l'évolution de la conscience. Donc pour ça, on va essayer de définir dans un premier temps qu'est-ce qu'on entend par épanouissement d'un point de vue de la conscience. Et d'un point de vue de la conscience, on pourrait dire que l'épanouissement, c'est la pleine réalisation de soi. On pourrait dire la pleine radiance de soi. Et du coup, c'est un peu une harmonie entre ce que nous sommes et notre existence. C'est-à-dire entre notre identité fondamentale et puis notre action au quotidien. Et le travail, ça va être comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en forme, par une activité, cette cohérence dans notre quotidien. Donc, que ce soit en répondant d'un but objectif, concret, qu'on pourrait dire qu'il soit matériel, visible, ou alors, ça pourrait être une activité qui puisse répondre d'un objectif, mais là, subjectif, invisible. Et là, on entend un objectif de conscience. Donc c'est ça qu'on va étudier ce soir, c'est la relation entre les deux, entre le rapport objectif et le rapport subjectif. Donc pour cela, on va s'inspirer des travaux qui ont été écrits par Alice Bailey, qui nous propose un schéma de compréhension pour tenter de un peu mieux comprendre ces questionnements, et notamment l'évolution de la conscience. On va aussi s'appuyer sur différents travaux de groupe qu'on effectue donc à différents endroits, comme on vous l'a présenté tout à l'heure, et aussi sur nos propres travaux, nos propres réflexions. Alors que nous dit Alice Bailey, elle nous propose un chemin d'évolution de conscience, donc ça on va en reparler par la suite, et elle nous propose aussi une réflexion qui nous dit que l'humanité tout entière, et chaque être humain en particulier, est fondamentalement influencé par 7 qualités fondamentales. On va en étudier 3 principalement ce soir. Ça va être d'une part la volonté et la puissance, ça c'est la première qualité, l'amour et la sagesse, la deuxième qualité, et enfin l'intelligence créatrice, la troisième qualité. Et l'intelligence créatrice, on pourrait la diviser en 4 qualités subsidiaires: l'harmonie par le conflit, la science concrète, l'idéalisme et la dévotion, et enfin l'ordonnancement. Donc pour ne pas complexifier la chose ce soir, on va s'attarder juste sur les 3 premières. Donc toutes ces qualités, elles sont interdépendantes. Il n'y en a pas une qui peut être sans les autres. Elles interfèrent tous les unes les autres. Et du coup, elles servent le même but d'épanouissement de la conscience de soi. Cette conscience de soi, on peut l'appeler aussi l'âme. Et l'âme, en chaque être humain, elle se trouve donc sur l'une de ces 7 qualités que on appelle aussi des rayons d'énergie. Donc qualité, rayon, énergie, là, ça va être la même chose. Donc ce soir, on s'attarde sur les 3 premières: volonté, amour et intelligence. Et on va voir en quoi ces énergies, elles dirigent l'épanouissement de notre conscience et en quoi elles influencent notre relation au travail. Alors commençons par voir le rapport entre le travail et l'épanouissement. Et donc là, pour commencer, on va se resituer dans le développement de l'humanité. Et l'humanité, dans son commencement, dans son enfance, elle est constituée de groupes éparses. Elle vit en clans, en petits groupes, dispatchés à différents endroits, et elle ne se connaît pas entre les groupes. Et pourtant, on pourrait dire que l'idée d'humanité, elle existe déjà, même si elle n'est pas conscientisée au travers des différents groupes, qui ne se connaissent pas entre eux. Et de même, ces différents groupes, pour vivre, pour survivre, ils vont chasser, ils vont cueillir, ils vont entretenir leur foyer.
Et là, ces multiples activités qui leur permettent de se nourrir, se loger, c'est un travail qu'elles effectuent, on pourrait dire de manière instinctive. Et si la notion, l'idée de travail, on pourrait dire, nous on la voit, elle existe déjà, mais elle n'est pas conscientisée au travers des différents individus. Donc là, c'est comme ça, on pourrait dire que l'humanité commence à s'épanouir sur Terre en s'enracinant sur la planète. Et tout comme un enfant qui naît, il est au départ complètement dépendant de sa mère. Il ne fait pas la différence, la distinction entre elle et lui. Et bien, l'humanité dans son enfance ne fait pas la distinction entre elle et la terre sur laquelle elle vit. C'est pour ça que tout ce qui est vivant autour d'elle, elle le considère comme étant une partie d'elle-même. Donc il n'y a pas de distinction entre les êtres, il n'y a pas de sentiment de séparation avec la nature. Donc ça c'est important, parce que du coup, ça nous montre que l'humanité, là, elle vit dans un état de dépendance vis-à-vis de la terre sur laquelle elle vit. Donc la volonté à ce moment-là, c'est une volonté d'être, une volonté d'exister. L'amour, c'est un amour instinctif, un amour de protection pour se protéger et aussi pour se reproduire. Et l'intelligence, c'est une intelligence adaptative. On s'adapte pour survivre. Mais on va voir que l'influence de ces trois qualités dans notre relation au travail, elle va continuer lorsque l'âme humaine va s'individualiser. Et du coup, ça va donner naissance à un nouvel état de conscience au sein de l'humanité qu'on va appeler l'état de conscience moi-je. En effet, pour que l'être humain s'individualise, l'âme, elle va se polariser sur un autre niveau que le plan physique qu'on appelle le niveau astral. C'est le plan des émotions, du plan émotionnel. Et ça va donner naissance au désir. Mais l'âme va aussi se polariser sur le plan du mental qu'on appelle l'intellect, et ça va permettre de pouvoir satisfaire ses désirs. Donc cette individualisation, ça va permettre un attachement, ça va conduire l'humanité à s'attacher et à s'identifier à ce qui est temporaire, c'est-à-dire le monde des apparences, à ce qu'elle voit autour d'elle. Elle s'identifie au monde des apparences. Et on va voir comment ça va permettre à l'être humain, finalement, de se sentir séparé du groupe, parce qu'il va se voir individuellement séparé de la nature et séparé de ses congénères. Et ça va lui permettre de se distinguer en tant que personne. Donc pour cela, on va commencer à voir, dans ce contexte d'individualisation, donc on peut dire de développement personnel, d'épanouissement personnel, on va l'étudier, la relation au travail, par rapport à la troisième qualité qu'on a dit, l'intelligence créatrice. Donc la qualité d'intelligence créatrice, elle dote au départ, dans ce processus d'individualisation, un pouvoir d'imaginer, d'évoluer, d'expérimenter, de manipuler et d'adapter aussi l'environnement à ses attentes. Donc la relation au travail, elle vise à améliorer les conditions d'existence et à considérer qu'il n'y a pas de problème, mais qu'il n'y a que des solutions. Donc toutes les difficultés qu'on rencontre, on va trouver une solution. Cette intelligence, elle se caractérise aussi au niveau de la relation. Donc elle permet de manier des idées, des pensées, manier des sentiments, afin d'obtenir un effet désiré. Donc il va s'agir de s'intéresser aux autres, pour ce qu'ils ont, pour ce qu'ils sont, pour leur statut social, afin de savoir brillamment utiliser la relation et pouvoir en tirer un bénéfice personnel. Cette qualité d'intelligence a aussi un sens de l'économie. Et on va naturellement le retrouver dans le commerce.
Donc on le voit dans la création des entreprises qui, par exemple, mettent un nouveau produit sur le marché. Un produit qu'ils vont décrire comme qui n'a jamais existé auparavant. Donc on va voir que ce sens du commerce, ça nous pousse dans le sens des affaires. Comment dire, on cherche quelque chose à vendre, donc on va exploiter tout ce qui est autour de nous pour pouvoir faire du business. Donc là on voit, on utilise les minéraux, les végétaux, les animaux, et même soi-même. Quand on passe un entretien d'embauche, on va se vendre soi-même, parce que notre matière grise, elle a de la valeur. On voit aussi qu'on va être doué dans les affaires. On va devoir faire des calculs, on va devoir surfer sur la bonne vague et aussi vendre le produit au bon moment. Bref, dans ce monde matériel dans lequel nous vivons, l'important, c'est de faire de bonnes affaires. Donc il faut bien vendre. Et ça demande de développer une autre qualité de l'intelligence qui est celle de pouvoir bien communiquer. Donc pour cela, pour bien vendre, on va broder toute une histoire sur nos produits. Et du coup, que ce soit sur un produit ou sur une personne. Et on va mettre en valeur ce que l'on a à vendre. Donc on utilise, en fonction du public concerné, des slogans, des différents mots, de la musique, des images. On utilise aussi différents supports médiatiques. Donc que ce soit la télé, que ce soit les journaux, que ce soit la radio, Internet, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on va même pas forcément utiliser le même réseau social suivant le public qu'on veut cibler. Et comme la consommation, elle repose, c'est la base de la croissance économique, ça va demander une grande ingéniosité pour renouveler à chaque fois ce qu'on veut leur vendre. Donc d'amener quelque chose de nouveau sur le commerce. Et là, on ne va pas hésiter à faire du nouveau avec de l'ancien. Donc là, on le voit tous, on est dans le marketing, donc on change la forme, on change l'étiquette, mais même si le produit en lui-même, ça reste le même, son emballage a changé, donc du coup, c'est quelque chose de nouveau. Et puis on va aussi chercher à fidéliser la clientèle. Donc là, on propose des tarifs avantageux, on fait des promotions, on fait des cartes de privilèges, des cartes de fidélité. Et puis surtout, aussi, on utilise l'urgence pour pouvoir vendre. Donc on fait des promos qui se terminent là ce soir à minuit. Donc cette qualité d'intelligence, on a vu le commerce, la communication, on le voit aussi dans le domaine de la science, de la recherche et de l'innovation. Et aussi chez celui ou celle qui a beaucoup d'idées à la seconde. C'est des projets plein la tête, mais les personnes qui manquent cruellement de temps pour venir à bout de leur projet. Donc on a sans cesse quelque chose de nouveau, mais on n'arrive jamais finalement à concrétiser ce qu'on a dans la tête, tellement on en a. Donc là on voit que ça a un défaut, c'est que finalement ça manque de priorisation, on est vite dispersé dans cette énergie-là, on a un activisme qui peut être débordant et un sentiment permanent d'urgence. Donc toutes ces attitudes que je décris, c'est vraiment pour essayer de caractériser le développement de la conscience personnelle avec cette qualité d'intelligence créatrice. Et pour illustrer dernièrement cela, je vais vous donner quelques expressions qu'on peut retrouver dans le monde du travail. Quand certains disent « Regardez, ils n'en glandent pas une, eux, c'est moi qui fais tout ». On entend aussi « Faut sans cesse que je repasse derrière eux pour finir le travail ». Ou alors « Attends, là, j'ai pas le temps, je suis trop occupé là ». Ou alors encore « Regarde comme je suis quelqu'un de super efficace ». Et ou alors « J'ai pas une minute à moi ». Donc, une dernière, ça serait avec moi, le problème, il serait vite réglé. Donc, vous voyez, tout ce que j'ai énoncé tout à l'heure, on le retrouve dans ces expressions, et il y en a d'autres. Donc, pour résumer, cette qualité d'intelligence créatrice, ça donne quelqu'un
pour qui l'important c'est de faire pour être, et plus elle en fait, plus elle se sent exister. Donc on va continuer, et on va vous présenter maintenant la relation au travail quand on est sous l'influence de la deuxième qualité, celle de l'amour-sagesse. Donc toujours dans le contexte de cet épanouissement personnel. Donc là, la qualité d'amour-sagesse, ça donne des personnes d'une grande sensibilité. Donc ce qui leur donne un pouvoir d'aimer et de comprendre leur prochain en prenant en compte ce qu'ils vivent, ce qu'ils éprouvent et ce qu'ils traversent. Et c'est parce qu'elles sont affectées par la souffrance et les difficultés que les autres traversent qu'elles vont pouvoir les soutenir, les aider et les sauver. C'est aussi des personnes qui vont être prévoyantes parce qu'elles craignent beaucoup un danger qui peut arriver. Alors dans le milieu professionnel, ça va être des personnes qui sont affectueuses et au travers de leur présence, on trouve une ambiance plutôt de calme, de sérénité, de tranquillité. Alors elles vont se reporter dans des métiers par exemple de soins. On peut imaginer en médecine, dans les milieux sociaux ou aussi chez des psychologues. Donc elles auront une bonne écoute, une bonne attention, elles seront très réceptives, mais elles pourront tomber dans un excès d'empathie. Et ça peut les empêcher de voir finalement le problème dans sa globalité. Donc vous l'aurez remarqué, ces personnes, elles vont s'épanouir quand elles vont pouvoir donner du réconfort. On voit aussi ça au niveau, pas forcément que des humains, au niveau des plantes, des animaux. Donc on peut imaginer que ce soit des personnes paysagistes, jardiniers ou aussi vétérinaires. Donc maintenant, on va voir l'autre aspect qui est l'aspect sagesse. Donc l'aspect sagesse de cette énergie, c'est ce qui fait intéresser la personne à tout ce qui est connu dans le monde. Donc là, il faut imaginer quelqu'un qui va feuilleter les livres, qui va apprendre tout un tas de connaissances et qui sait tout sur tout. Donc ça emmagasine beaucoup de savoir dans plusieurs domaines et ça en fait des grands sachants. Donc on les retrouve naturellement dans le domaine de la culture, donc ceux qui par exemple écrivent des livres, ou alors dans le domaine de l'éducation. Parce qu'ils ont un amour pour transmettre leur savoir. Donc ça peut être des pédagogues, des éducateurs, et qui ont une bonne clarté mentale, ce qui leur permet d'attirer à eux un public, et puis d'impressionner ceux qui les écoutent. Donc on retrouve cette qualité dans le domaine de la politique, par exemple avec des diplomates, et des personnes qui vont chercher à faire des compromis plutôt que de tout faire voler en éclats. Donc on va les retrouver à chaque fois dans des postes qui peuvent demander de maintenir une certaine cohésion sociale. Donc c'est des personnes qui ont besoin d'être aimées. Donc elles vont rechercher la popularité, les liens affectifs. Mais le problème, c'est qu'elles risquent de se perdre dans une fausse harmonie. Elles se perdent dans la complaisance avec les autres. Et c'est parce qu'elles se satisfont finalement de leur connaissance qu'elles ont, et dans ce qu'elles font avec les autres, et par l'importance qu'on leur accorde, qu'elles vont être personnellement épanouies dans leur métier et dans leurs relations. Donc on rappelle que c'est toujours ici dans le cadre d'un développement personnel, où l'âme s'est identifiée à la forme pour sauver les apparences. Donc c'est pour maintenir finalement les formes telles qu'on les voit. Donc maintenant, on va passer sur la dernière qualité, donc la relation au travail quand on est sous la domination de l'énergie de volonté-puissance.
Donc là, la relation au travail, elle s'exprime par une volonté de lancer des projets audacieux. On a des personnes qui sont des leaders, qui maintiennent le cap d'une vision très claire et qu'il faut poursuivre. Donc, c'est des personnes qui aiment diriger, initier et ouvrir des nouveaux chemins. C'est des personnes qui rayonnent par leur courage, leur droiture et une capacité à trancher dans la confusion, et là, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Et dans n'importe quelle carrière où on trouve ces personnes, c'est des personnes sur lesquelles on peut se fier et sur lesquelles on peut compter. Donc c'est des personnes qui vont être chefs, donc que ce soit un homme ou une femme politique, qu'il ou elle soit chef d'État, chef de parti, président d'une assemblée. On le retrouve aussi dans les chefs d'entreprise, donc que ce soit un gérant, que ce soit un PDG ou un directeur général. Que ce soit chef de famille, chef de cuisine, capitaine d'un navire, capitaine d'une équipe sportive, chef d'établissement scolaire, quoi qu'il arrive, ça sera à la tête d'une profession. Parce que cette personne, elle ne supporte pas d'être second, elle ne supporte pas d'être dirigée, et encore moins d'être gouvernée. Donc du coup, on pourra dire qu'elle elle laissera sa place uniquement si c'est pour trouver une place plus haut gradée. C'est aussi des personnes qui sont visionnaires. Alors, elles sont visionnaires, c'est-à-dire qu'elles aiment et elles savent gouverner et diriger. Alors que ce soit leur propre existence ou celle des hommes. Toujours en conformité avec le but formel qu'elles se sont fixées. Et là, elles peuvent être totalement indifférentes aux commentaires, ce qui leur permet de pouvoir prendre des décisions qui sont parfois très impopulaires, mais qui permettent de détruire et d'éliminer ce qui n'est plus d'actualité. Donc elles affirment une direction, et ça les dote d'un certain charisme qui leur permettent d'attirer à elles toutes les personnes qui sont un peu perdues autour. Et ça leur permet d'exercer du coup une certaine autorité. Alors c'est des personnes aussi, forcément, qui ont une grande ambition. Donc peu importe le chemin, là c'est l'objectif qui va compter. Et là, elles peuvent laisser les équipes qu'elles ont sous la main, leur laisser libre cours pour faire ce qui leur semble bon dans leur travail, mais pour atteindre l'objectif qui est visé. L'important, c'est que le but soit atteint. Donc c'est des personnes qui souffrent ni du doute, ni de la fatigue, et qui font les sacrifices nécessaires dans leur vie. C'est un quoi qu'il en coûte, et qui peut conduire parfois à l'épuisement de ceux qu'elles dirigent. Donc ça peut être des personnes qui peuvent apparaître comme des personnes de caractère très dur, parfois même impitoyables. Elles aiment la solitude, elles apparaissent froides, distantes, et elles éprouvent parfois aucun sentiment. Alors, dans ce contexte du développement personnel, quand on est conditionné par cette énergie, l'amour du pouvoir et le désir de dominer, ça conduit à un certain aveuglement ou une certaine cruauté. Et afficher cette toute-puissance, ça peut amener jusqu'à l'amour de la destruction. Donc là, sous couvert de servir un but plus grand, mais qui repose en fait sur une vision étroite. Donc on a fait un certain tour d'horizon des différentes qualités et de la relation au travail et à l'épanouissement personnel en fonction de ces qualités. On peut voir qu'on baigne dans 3 énergies un peu différentes. Et ce qui compte, par exemple, pour résumer, dans l'intelligence créatrice, c'est l'efficacité. La rentabilité à tous les niveaux et vraiment améliorer nos conditions d'existence. Pour la qualité d'amour-sagesse, ce qui compte, c'est de partager, de soutenir et de sauver ce qui peut l'être.
Et pour la qualité de volonté-puissance, c'est croître en pouvoir et dominer les autres. Donc aujourd'hui, dans nos sociétés, on voit qu'on est dans des sociétés où l'expression de l'individu est bien affirmée. Les personnalités égoïstes sont là. Et donc, en considérant que chacun a sa propre vision de ce qui est bien pour soi ou bien même pour les autres, eh ben, ça génère un peu certains conflits. Donc, qu'ils soient des conflits internationaux ou alors interpersonnels. Donc, on peut avoir certaines affinités avec certaines énergies que je viens de décrire. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un point de vue de la conscience, c'est vraiment, ces énergies servent un même but, c'est-à-dire l'épanouissement de la conscience de soi, en tant qu'individu, ou même aussi en tant que nation. Donc, ces trois qualités, elles sont présentes en chacun d'entre nous. Elles sont présentes à des degrés un peu variés. Donc, en fait, l'idée, c'est pas de nous cantonner dans des cases, soit on n'est que l'un, soit que l'autre. Non, c'est de voir que on a à reconnaître une note dominante qui est présente en nous et en d'autres individus, ou même au sein même d'une nation. Mais là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'épanouissement doit s'arrêter là? Et est-ce que, du coup, on peut s'épanouir davantage et envisager une autre relation au travail? Eh bien, c'est ce que je vous propose d'étudier maintenant. Car, en fait, d'un point de vue du penseur que nous sommes, c'est-à-dire d'un point de vue de l'âme, cette étape de construction de la personnalité, c'est une étape temporaire. C'est un premier état de conscience qui est auto-centré, mais qui a une suite, c'est-à-dire qui demande d'aller vers l'épanouissement de l'être intérieur que nous sommes. Alors, une fois que ce but de la conscience moi-je est atteint, eh ben, l'âme qui est à l'arrière-plan, qui gouverne, qui dirige, eh ben, elle va pousser et elle va chercher à intégrer cette personnalité qu'elle s'est construite. C'est-à-dire qu'elle va chercher à intégrer l'outil qu'elle a formé. Alors comment elle va faire? Eh ben, c'est une impulsion intérieure qui va amener la personnalité à se réorienter. Donc à découvrir en elle-même un état de conscience que l'on va appeler là un état de conscience de groupe. Donc ça va engendrer forcément un conflit au sein de la conscience. Donc qui dirige? Est-ce que c'est moi en tant que partie ou moi en tant que tout? On va voir ça un peu plus près. Donc ce travail intérieur, là, il apparaît comme essentiel. Et on pourrait s'attendre, dans la suite de l'épanouissement, à voir émerger une super personnalité. Une super personnalité qui brille encore davantage sur le devant de la scène, alors qu'en fait, il s'agit d'un peu l'inverse, c'est-à-dire il s'agit véritablement de renverser cette personnalité, moi-je, qui était vraiment autocentrée, qui voyait tout autour d'elle. Et d'amener un peu un effacement pour servir l'âme qui est derrière les apparences. Alors on a compris qu'il y a un travail qui approche, que ce travail ne va pas se faire en douceur, mais qu'il s'agit d'une véritable crise identitaire. Alors les questions qu'on se pose à ce moment-là, c'est qui suis-je? Pourquoi suis-je? Qui gouverne en moi? Qui aime? Et qui travaille? Alors dans la construction de la personnalité, il s'agissait d'un travail principalement extérieur, qui permette de se sentir exister intérieurement. Et la nouvelle étape de notre épanouissement, ça va nous conduire à découvrir ce que nous sommes intérieurement, au-delà du masque social que l'on s'est construit. Alors on a vu au départ qu'il existe 7 qualités d'énergie, 7 rayons d'énergie, qui œuvrent à l'arrière-plan des apparences. Et ces qualités d'énergie, elles nous influencent sans qu'on en ait vraiment conscience.
Donc on a vu que le premier rayon, qui était le rayon de volonté de puissance, ça fait qu'on ait une personnalité qui aime le pouvoir. On aime le pouvoir pour être vu comme quelqu'un de puissant. Pour une personnalité qui est influencée par le second rayon, elle va aimer l'instruction parce qu'elle veut être vue comme quelqu'un d'instruit qui a de la connaissance. Et enfin, une personnalité de troisième rayon qui aime manipuler, elle c'est pour être vue comme quelqu'un d'intelligent. Alors, maintenant, il faut qu'on essaye de voir ces qualités pour les voir dans un travail de migration d'une personnalité centrée sur elle-même vers une personnalité centrée sur l'âme. Alors, qu'est-ce que ça va donner pour la qualité d'intelligence créatrice ? Donc, lorsque la lumière de l'âme, elle commence à éclairer la personnalité, la question du sens, de l'action et des projets sont complètement remis en question. Donc, l'agitation, l'orientation selon un projet personnel, ça commence à être vu comme une fuite au regard d'un plan plus large que celui qu'elle s'imaginait auparavant. Donc la réorientation va imposer dans un premier temps un état d'immobilité. Pour qu'une relation juste et équilibrée s'instaure entre le soi personnel et le soi supérieur, le soi impersonnel, il va falloir réaliser que aucune vie n'existe pour lui-même. Que chaque cellule est un organe d'un plus grand organisme. On découvre l'intelligence et la beauté du tout, et on cherche alors à servir un plan qui est un plan d'épanouissement de l'être, qui se trouve en toute chose. En effet, jusque-là, la personnalité, elle était centrée sur elle-même. Donc, elle servait ses plans personnels, qui étaient dirigés par ses intérêts personnels, des intérêts matérialistes. Mais quand elle découvre que tout est conscience, elle va mettre son intelligence à servir de plus justes relations entre les différents êtres. Il s'agira alors de servir la vérité, de dévoiler toutes les injustes relations qu'elle voit désormais, que ce soit dans le domaine relationnel, et de contribuer en conscience à plein de réajustements possibles. Et là, en commençant par soi-même et en soi-même. Et ça, c'est très important. La qualité de l'âme va toujours commencer à voir les problèmes en soi. Parce qu'on commence à considérer que le monde extérieur est le reflet de soi-même. Alors, il ne s'agit plus de condamner et de combattre tout ce qui ne va pas à l'extérieur, mais bien de reconnaître en nous quand nous sommes malhonnêtes, opportunistes, manipulateurs, égoïstes, hypocrites, pour choisir consciemment de se réorienter, de se rectifier. Donc on comprend bien qu'il va s'agir d'un travail qu'il va falloir qu'on se donne librement, consciemment. Et ça, c'est pas une autorité extérieure qui va nous l'imposer. Donc dans ce contexte, il ne s'agit plus d'avoir un quelconque retour de l'extérieur par rapport à ce travail. Et ce travail, il va être aussi passé complètement inaperçu aux yeux du monde. Donc ça va être un travail long, pénible. On va faire des essais, on va faire des erreurs. Les effets sont imperceptibles, mais ils s'inscrivent sur du long terme. Donc un travail qui s'accomplit en terre intérieure et qui irradie à l'extérieur. Donc ce premier aspect, éclairer nos ondes d'ombre, se rectifier soi-même, ça va s'accompagner d'un travail encore plus abstrait, ça va être celui de dévoiler les idées universelles. Donc il va s'agir de rendre à l'ensemble finalement ce que l'on s'est approprié de l'ensemble. Ici, c'est l'intelligence au départ qu'on s'est approprié. Eh bien, en s'alignant mentalement,
à un état de conscience de groupe, on va apprendre à accueillir les idées nouvelles et ce que sont des idées universelles. Donc ça, la manière que je le dis, c'est quelque chose qui est connu, il y a rien de révolutionnaire, mais par contre, ce qui est important, ça va être de le découvrir en soi-même, de le réaliser et de le vivre. Et ça, c'est ça qui est créateur, c'est ça qui va être innovateur et transformateur. C'est pas parce qu'on va l'avoir lu dans un bouquin, c'est parce qu'on va voir le vivre en soi. Et donc, il va s'agir aussi, dans le pouvoir de communiquer, d'apprendre à savoir quoi dire, quoi faire, quand il faut parler et quand il ne faut pas parler. Donc, ce que je veux dire, c'est quand est-ce qu'on peut s'exprimer quand on voit qu'on n'est pas animé par des intérêts personnels, mais qu'on cherche à servir les intérêts du groupe, les intérêts de la conscience qui est en mouvement, en évolution. Donc, on va essayer de discerner pour en dire ni trop ni pas assez. Donc, il va falloir apprendre à discerner dans chaque situation ce qui sert notre avancée de ce qui pourrait lui faire entrave. Donc, on a vu que tout à l'heure, il y avait vraiment un instinct de manipuler qui était très présent. Et cet instinct de manipuler, il devient créativité et partage intelligent. Donc du coup, quand l'intellect cesse d'être manipulateur, quand il cesse d'être dispersé, il devient un outil intelligent pour organiser la pensée. Et il va s'agir de penser en termes global, un équilibre global. Donc pour cela, il va falloir faire circuler les idées et trouver les moyens qui servent l'avancée du tout, qu'on soit un philosophe, un scientifique, un économiste. Par exemple, dans le domaine de l'économie, il va falloir contribuer à faire circuler l'argent d'une manière équitable et de penser une plus juste relation au niveau personnel et interpersonnel entre notre relation au temps et notre relation à l'argent. Donc la personnalité, elle devient un constructeur intelligent. Elle met de l'ordre dans le chaos. Et elle va apprendre, cycle après cycle, à renoncer à l'amour de son activisme. Donc qui, on l'a vu auparavant, il pouvait être débordant. Il pouvait être suractif. De manière à s'inscrire dans un processus d'évolution de conscience ordonné. Donc elle conçoit bien sûr toujours des systèmes efficaces pour améliorer l'existence. Mais cette fois, c'est dans un but d'améliorer la cohabitation des différents états de conscience. Et toujours animé par cette impulsion qui pousse vers une plus grande inclusivité. Donc autrement dit, pour que de plus justes relations intérieures-extérieures s'épanouissent, cela va demander de travailler de manière désintéressée, c'est-à-dire sans attendre de résultats pour soi-même, au nom d'un but qui est cette fois impersonnel. Donc voyons maintenant ce que ça donne, cet épanouissement, pour une personnalité animée par la qualité d'amour-sagesse. Donc une personnalité qui vit sous l'influence de l'amour-sagesse. On l'a vu dans un premier temps tout à l'heure, elle s'identifie très facilement à ce qu'éprouvent les autres. Donc elles réagissent à la souffrance et elles cherchent à apporter du réconfort. Donc elles veulent abriter les autres, protéger les autres. Mais quand l'âme fait son apparition et qu'elle cherche à intégrer sa personnalité, il va s'agir de découvrir pour la personne ce qu'est vraiment l'amour au-delà du sentiment et découvrir un point intérieur d'amour impersonnel. Donc ces personnalités, elles découvrent un peu moins facilement que d'autres ce qu'est travailler à renoncer au besoin d'aimer et d'être aimé. Pour ça, il va falloir apprendre à s'émanciper de ces liens affectifs qu'elles tissent avec le milieu
dans lequel elles vivent. Donc elles apprennent à cultiver le détachement, et elles commencent à montrer le chemin qui va les conduire de la souffrance, de l'éprouver du manque, à l'éprouver de la complétude. Alors elles peuvent conscientiser un plan d'amour qui est à l'arrière-plan des apparences. Et elles sont en mesure de soutenir un point d'union en toutes circonstances. On pourrait dire que l'âme, c'est un plan d'amour. Et ce plan d'amour, il est tout le temps présent, mais quand on est centré sur soi, on ne voit que l'amour pour soi. Quand l'âme intègre la personnalité, elle révèle ce plan d'amour qui existe pour tous, pour l'évolution des consciences. Donc du côté de la sagesse, eh bien, on va passer d'une connaissance intellectuelle de tout ce qui peut être connu du monde à une recherche intérieure plus profonde. Donc là, c'est plus dans les livres, c'est plus au travers de conférences ou de personnalités plus cultivées que soi qu'on va chercher des réponses, mais on va chercher des réponses à nos questions dans nos propres profondeurs. Et on va essayer d'embrasser une réalité toujours plus large. Donc il va falloir qu'on s'identifie à l'ensemble, qu'on connaisse les choses, cette fois d'un point de vue intérieur, et toujours servir l'amour avec détachement, servir l'amour et la vérité qui sont derrière les apparences. Alors il va falloir qu'on reste mentalement orienté et on va toujours chercher à aller vers des hauteurs qui n'ont jamais été atteintes. Donc on est quand même toujours motivé par une recherche intérieure qui nous dépasse. Autant auparavant, on était attiré par des connaissances extérieures qui nous dépassaient, qu'on voulait connaître, et bien cette fois, c'est des connaissances intérieures qui vont nous attirer. Donc ces personnes, elles estiment à ce moment-là l'humanité dans sa globalité. Donc un cœur compréhensif, un mental capable de discernement, un cœur qui aime, mais toujours d'une façon égale. Et ce, malgré les erreurs, malgré les difficultés qu'on rencontre, parce que du coup, on a une perception claire de ce qui se passe. Donc une perception claire de l'évolution de conscience qui se passe au sein des individus, au sein des nations. Donc elle s'occupe essentiellement des intérêts du bien du groupe. Et le véritable amour de groupe, c'est plus important à ce moment-là que les rapports personnels. Mais ça n'empêche pas de continuer à entretenir des rapports d'affinité avec telle ou telle personne. Donc elles deviennent ce qu'on appelle un canal d'amour inclusif qui est capable de relier les êtres entre eux. Donc dans le milieu du travail, on va retrouver ces personnalités toujours dans l'éducation, des éducateurs, des éducatrices, aussi des thérapeutes ou alors des mentors. Et leur créativité, on la retrouve qui s'exprimant à travers de la philosophie, la poésie, l'éducation, on l'avait dit, et tout ce qui transmet à la fois la lumière et à la fois l'amour. Donc ce peut être aussi des ambassadeurs ou des professeurs et qui vont peser leurs mots pour chercher à maintenir une certaine cohésion. Donc les diplomates, cette fois-ci, ils sauront trouver le véritable mot qui va faire accord avec l'ensemble du groupe, qui va permettre de se réunir ensemble. Et du coup, ils vont pouvoir choisir la décision qui est la plus juste dans chaque contexte qui permet l'avancée d'une certaine évolution de conscience. Donc dans les affaires, cette personne elle aura une intelligence claire pour pouvoir traiter les matières qui se présenteront à lui. Donc en tant que médecin, là, elle étudiera à la fois le tempérament de son patient
aussi bien que la nature de sa maladie, pour pouvoir avoir une vision globale et apporter un soutien nécessaire. Donc on le voit, c'est là aussi par un travail qui va être désintéressé que la personnalité va pouvoir répondre de sa fonction créatrice et que du coup les qualités de l'âme vont pouvoir s'épanouir et rayonner à travers elle. Donc on en arrive au dernier type de personnalité avec la qualité d'amour-puissance. Volonté-puissance, pardon. Donc lorsque l'âme intègre la personnalité avec cette qualité, eh ben, l'individu va voir avec lucidité le spectacle dévastateur de sa soif de pouvoir. Il voit qu'il a imposé, qu'il a obligé, qu'il a détruit autour de lui, et du coup il ne peut plus se satisfaire de cette façon d'agir. Alors voyant son égoïsme, l'égoïsme de son pouvoir, d'être celui qui dirige, seul, de celui qui gouverne, seul, de celui qui cherche à dominer, seul, eh ben il se sent isolé. Du coup, un changement de direction s'impose, et ce changement de direction le ramène à un centre qui va être le cœur. Il va découvrir, lui aussi, en terre intérieure, le sens commun, le plan qui pousse toute âme en avant sur le chemin de la vie. Donc il va découvrir qu'on est une unité en mouvement, et que le pouvoir, en fait, il n'est pas personnel, le pouvoir, il est de groupe, et qu'il appartient à aucun individu en particulier. Donc là, son action change, son attitude se transforme, et au lieu d'aller droit devant lui et d'imposer à tous les êtres sa vision des choses, eh ben, il commence à devenir plus sensible au milieu, et il commence à ouvrir les bras à son prochain. Donc il commence à s'accorder au rythme du groupe, à devenir plus sensible aux idées, celles qui font unanimité, sans qu'il se les approprie personnellement. Il renonce aussi à sa soif de pouvoir. Donc il devient un serviteur impersonnel, et il ne s'agit plus pour lui de diriger ou de gouverner pour satisfaire les intérêts de son entreprise ou de sa nation, mais de demeurer aligné sur le bien de l'humanité dans son ensemble, et quel que soit le milieu dans lequel il se trouve. Et il va aussi apprendre, avec la même force, le même courage et la même détermination qu'il avait auparavant, il va apprendre à reconstruire tout ce qu'il avait détruit pour collaborer au service du bien commun. Donc le pouvoir, il va alors être compris comme arme principale de l'amour. Donc il s'agit pour ces personnalités-là de travailler la patience et de donner mort à leur propre égocentrisme afin que puissent s'épanouir des qualités d'amour à l'intérieur de l'être. Et aussi, il va falloir apprendre à laisser les autres libres de s'épanouir et libres d'obéir à leur propre conscience, à leur propre volonté d'âme. Et non à obéir à un individu extérieur qui leur dirait quoi faire et qui serait leur autorité. Donc, elles impressionnent toujours parce qu'elles ont toujours une vision large. Mais cette fois, elles sont alignées sur des idées qui sont nouvelles parce qu'elles servent l'ensemble de l'humanité. Et là, sans rien imposer personnellement, elles vont préparer le terrain à la mise en œuvre de ces idées. Donc la conscience au sein de la personnalité qui s'épanouit avec cette qualité, ça devient un pionnier, quelqu'un qui inspire et qui est capable de guider sans écraser, de libérer les forces créatrices et aussi de protéger les autres. Alors on en arrive à la conclusion. Et donc pour conclure, on pourrait dire que dans nos sociétés actuelles, le travail, c'est considéré comme une activité à laquelle on consacre notre temps, notre énergie,
afin de pouvoir exister dans ce monde. Et dans un premier temps, c'est ce qui nous ouvre les portes de la société, les portes du monde dans lequel on vit, et les portes de notre indépendance. Donc on voit par lui, on a un accès au logement, à la reconnaissance sociale, et aux moyens de subvenir à nos besoins. Mais au-delà de cette considération, on a vu, il existe un travail intérieur qui est constamment à l'œuvre en nous, au travers de chacun d'entre nous. C'est le travail de la conscience. Alors, derrière les apparences, on voit que l'humanité, en tant que conscience, elle est amenée, de cycle en cycle, à répondre de sa fonction planétaire. Et pour cela, l'âme qui est présente en chacun de nous, c'est-à-dire cette conscience globale qui est présente en chacun de nous, elle va porter tout être humain à la pleine réalisation de son être. Un plein épanouissement des qualités de l'être intérieur qu'elle est. Donc pensez en termes de moi-je, en termes de soi égocentré. Eh bien, c'est aussi évident pour la personnalité personnelle que de penser en termes de globalité pour l'âme. Donc, en tant que personnalité, on a appris à manier les énergies d'intelligence, d'amour, de volonté, pour servir un épanouissement personnel. Et aujourd'hui, on devient responsable d'apprendre à les utiliser de manière impersonnelle, pour servir le bien commun. Et chacun d'entre nous est un échantillon de l'humanité. Alors du coup, en apprenant à conscientiser ces énergies, celles qui nous conditionnent au départ, on peut, à partir du plan mental, travailler à l'épanouissement des idées essentielles qui dirigent le monde et contribuer toujours à qualifier ces idées afin qu'elles s'inscrivent dans l'ensemble de nos rapports humains. Donc il va s'agir dès lors, pour ceux qui reconnaissent intérieurement la nécessité à ce travail, de passer d'un travail motivé par un épanouissement personnel à un travail impersonnel qui est motivé par l'amour de l'humanité en tant qu'unité. Et on pourrait voir là que finalement, même si le travail reste le même, l'intention intérieure, le motif pour lequel nous travaillons, lui, a complètement évolué. Ce qui s'affiche actuellement sur le plan extérieur, dans le monde, ça met en évidence la destruction de nombreuses de nos structures. On voit une économie qui est au plus mal. On voit un pouvoir qui perd de son suprême. Et en même temps, on voit l'autorité et l'individualisme qui se développent de tous côtés. Eh bien, nous pouvons, à notre mesure, travailler à de plus justes relations pour servir un nouveau devenir. Et cela, ça ne peut pas se faire sans concours des uns et des autres. Alors il ne s'agit pas de détourner le regard des affaires sociales, des affaires sociétales, mais de regarder, au travers de tout ce que ça nous renvoie, finalement, quel travail intérieur ça nous demande, à quelle zone d'ombre ça vient éclairer en nous, pour pouvoir essayer de travailler aujourd'hui avec amour et détachement, pour que les qualités de notre être intérieur commencent à triompher. Et du coup, contribuer à notre mesure à l'embellissement du monde. Alors on le voit, le travail il est inhérent à tout être, et d'un point de vue de la conscience, l'épanouissement, lui, il est sans limite. Alors osons, à chaque petit pas, avancer vers un épanouissement global. Je vous remercie pour votre attention.